Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi David. Merci David d'avoir accepté cette invitation. Et la première question que j'ai envie de te poser, évidemment, c'est comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour Thomas. Donc le Merci à toi. podcast d'aujourd'hui, un petit peu comme tous ceux qui sont dans cette thématique, a pour objectif d'être un petit peu plus dans une démarche globale d'un projet de plateforme pour la reconversion professionnelle. Et donc le but ici, donc toi, c'est un petit peu la thématique la plus compliquée, comme je t'expliquais en off à l'instant, puisque en tant que formateur, on va avoir, enfin en tant que podcast sur les formateurs, on va avoir différentes infos à essayer d'apporter. Donc autant pour un formateur qui va nous écouter, qu'il soit en poste ou non, ou qui soit intéressé par le métier, et aussi pour un apprenant qui voudrait en savoir un petit peu plus sur finalement l'envers du décor, comment est-ce qu'un formateur devient formateur, avec quels OF il travaille, quelles sont un petit peu les complexités autour du métier de formateur et que c'est pas si simple que ça. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous faire une petite présentation de ton parcours? Oui, bien sûr. Donc du coup, je m'appelle David. J'ai commencé le dev il y a 15 ans. Et c'est un peu par hasard que je suis tombé dedans. En fait, j'étais en DUT, assez généraliste, et on m'a proposé un stage dans le développement. Et je me suis révélé dans ce stage. En fait, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, allez, je vais continuer là-dedans. Et donc du coup, j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin dans ce cursus. J'ai commencé à voir du dev web, ensuite je suis passé sur des versions d'applications lourdes, du mobile, et j'ai fait pas mal de choses, pas mal d'expériences dans des domaines variés. Au niveau techno, niveau back-end, j'ai fait du C Sharp, du Java, du PHP, du Python notamment, puisque c'est ma spécialité, et côté front, plutôt du React. Donc j'ai plus un passif de développeur back, mais on va dire que je suis aussi à l'aise côté front. Et je me suis spécialisé dans le web parce que l'informatique, le développement, c'est quelque chose d'assez généraliste et il faut essayer de trouver une spécialité. Et donc moi, j'ai choisi de m'orienter vers du développement Python pour le web. Ok. Par rapport à... Donc, depuis combien de temps tu fais de la formation? Parce que du coup, tu viens de nous donner l'info que ça faisait 15 ans du coup que tu faisais du dev. Mm. Et... En fait, j'ai démarré là. Ouais, Ouais, dis-moi. du coup, ouais, on a un petit décalage. J'ai démarré la formation il y a 2 ans à peu près. En fait, c'était un peu une opportunité, puisque moi, je suis un passionné de dev. Le matin, je me lève, c'est pas pour aller au boulot, c'est pour assouvir ma passion. Et donc ça, c'est hyper enrichissant de savoir qu'on se lève le matin, on sait pourquoi, on va faire un métier qu'on aime. Alors bien sûr, il y a des journées où c'est pas rigolo, mais comme tout métier. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais eu l'impression d'avoir fait un peu le tour, d'avoir rempli les challenges que les entreprises me proposaient. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas formateur. Et j'ai eu une opportunité d'un OF, un organisme de formation, qui m'a dit, bah, on aurait besoin d'un formateur, et je suis allé. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Et j'y ai pris goût parce que en fait, ça me plaît de voir en face des gens qui sont passionnés ou pas. Les passionnés, c'est quand même les mieux, mais des personnes qui captent à ce que tu dis, qui sont vraiment intéressées pour avoir ton retour, ton expérience, et de transmettre cette passion, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Par rapport à ton parcours, donc tu t'as donné des noms comme le dev web ou le concepteur d'application. Donc ça fait partie de ton parcours. C'est des choses que tu as faites. C'est En, ça? en tant que formateur. Non, alors on viendra après sur la partie formateur, mais en tant qu'étudiant, entre guillemets. Oui, tout à fait. Alors, en tant qu'étudiant, le développement a été un peu limité. C'est vraiment par mon expérience professionnelle que j'ai réussi à monter à bord sur la partie dev web, puisque mon parcours est généraliste. C'était GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle, et pas forcément du web. Mais en fait, je me suis passionné par le web, et c'est les soirs, les week-ends, où bah, j'ai commencé à faire des petits projets, des petites applications. D'ailleurs, j'ai ressorti il n'y a pas longtemps les toutes premières, elles étaient assez moches. Mais c'est comme ça qu'on apprend, parce qu'on fait des trucs pas bien, ou on le fait tout au moins avec nos connaissances et les compétences du moment, et on avance comme ça. Petit à petit, on rajoute un peu de la difficulté, on rajoute un peu des nouvelles technos, des nouveaux concepts, et c'est comme ça, moi, que j'ai fait mon expérience dans le développement. Ok, donc voilà, le point que je voulais éclaircir, c'était vraiment, tu parles de dev web et de conception d'applications lourdes, mais ça n'a rien à voir avec les diplômes sur lesquels tu enseignes aujourd'hui. Alors,
C'est pas non plus à l'opposé, mais en fait, moi, j'ai une licence en informatique industrielle. Donc ça reste de l'informatique, Hmm, mais c'est pas du dev web, on en est loin, hein. voilà. Mais j'ai toujours aimé voilà, cette logique algorithmique, cette programmation, le fait de réaliser un programme qui va délivrer une fonctionnalité. J'ai déjà toujours été attiré par ce concept-là. Et c'est ensuite, par ma curiosité personnelle, que je me suis dit, tiens, le web, c'est ce qui me plaît vraiment le plus. Ok, donc c'est. Mais voilà, ce que je voulais déterminer avec toi et que les gens comprennent bien, c'est que tu n'as pas fait les parcours sur lesquels tu enseignes. Donc tu n'as pas un titre certifié Ouais, par l'État, DevWeb ou CDA. c'est ça, exactement, Voilà. tout à fait, c'est bien ça. Ok. En termes d'opportunités, donc est-ce que tu peux donner le nom de l'OF Hmm. qui t'a donné cette opportunité? Alors, le premier qui m'a donné cette opportunité, c'est l'ADREC, qui est sur Clermont-Ferrand. Et ensuite, j'ai enchaîné. Alors, enchaîné, c'est peut-être pas forcément le mot, mais j'ai enseigné dans d'autres établissements parce que je m'y suis plu. Et donc, j'ai commencé par la DREC, après j'ai fait la Formac, 3WA, fait HB, eu master, la CCI, et j'ai terminé cette année par Simplon. Donc, c'est des organismes de formation qui n'ont pas du tout le même mode de fonctionnement. Pour le dernier, par exemple, Simplon, c'était une formation longue durée sur 7 mois. C'est un nouveau challenge pour moi parce que d'habitude, les formations, c'est plus un format 1, 2 semaines grand max. Et là, 7 mois de suite, bah, ça n'a pas été facile, mais hyper enrichissant. Voilà, c'est un nouveau challenge que j'ai voulu relever en tant que formateur. On va y revenir sur ce point parce que ça me paraît quand même assez intéressant. Je vais quand même revenir au tout début de ce que tu as dit. Donc, tu as commencé avec Hum, la DREC. Et tout à fait. par rapport à ça, j'ai une première question qui me vient parce que je connais pas tous les OF que tu as cités. Enfin, je les connais de nom, Hum. mais pas forcément tout le fonctionnement. Est-ce que tous font de la reconversion pro ou est-ce que tu as eu des formations qui sont un petit peu plus, ou du coup, c'est même plus des formations, mais des cursus qui sont plus académiques? Et donc, Euh, avec, par exemple, une licence, un BTS, un master, est-ce que tu as eu l'occasion de donner cours là-dessus? alors, je veux dire oui et oui. Donc, pour compléter, donc oui, en effet, c'était quasiment que de la reconversion pro. euh, Puisque en fait les OF dans lesquels j'ai intervenu, ben, c'est leur créneau. Hmm. Et du coup, notamment Simplon, c'est vraiment accompagner les personnes en reconversion, en décrochage scolaire, en décrochage pro, pour justement leur donner un métier où ben, il y a de l'opportunité business derrière, où il y a du travail. Donc c'est vrai que j'ai une majorité de mon expérience qui a été faite dans la reconversion pro. Et un deuxième oui pour la partie académique, puisque je suis également vacataire auprès de l'Université de Clermont. Et là, en effet, c'est des cursus beaucoup plus traditionnels, avec bah, notamment ce matin, j'étais avec les M1 de l'université pour leur enseigner le Python. Ok. Est-ce que du coup, en découle ma question, c'est est-ce que tu pourrais donner un petit peu les différences que toi tu notes entre ces deux types de cursus? Donc d'un côté, reconversion professionnelle, souvent amenée par Pôle Emploi ou la région, en tout cas ça marche comme ça en région Rhône-Alpes-Auvergne. Et de l'autre côté, ben, finalement des gens qui sont, je voudrais pas donner une partie de la réponse dans la question, mais qui sont Mhm, en cursus encore étudiant. mhm. Euh, alors, l'approche est différente. En reconversion pro, c'est des personnes qui, la plupart du temps, sont un peu plus âgées. Donc, en fait, ils ont besoin de plus de concret. Euh, Contrairement à des approches académiques où les personnes sont encore dans le système scolaire de l'éducation nationale, information descendante, où on doit leur fournir des supports, il faut que ce soit des choses assez basiques dans le sens pas trop en relation avec l'entreprise, parce que forcément les étudiants, ils n'ont pas vu le monde pro. Donc pour eux, ce qu'ils voient, c'est uniquement les TP qu'ils ont fait en université ou à la fac ou en école d'ingé. Et du coup, ben, ils ont moins cette envie d'apprendre et de comprendre les problématiques business des professionnels. Donc l'approche est vraiment différente. Moi, ce que j'essaye de faire quand j'interviens auprès des étudiants, donc dans une université, c'est essayer de leur amener cette approche professionnelle. Puisque moi, je suis formateur, mais j'ai également ma société, donc je suis un pro, je suis en contact avec des besoins d'entreprise. Je connais un petit peu ces problématiques-là et c'est ce que j'essaye de leur transmettre, les sensibiliser à cette information qui ben, va les suivre tout au long de leur carrière. Et donc, voilà, essayer d'apporter
au niveau universitaire cette connaissance, ou tout au moins leur donner des éléments de comment fonctionne le monde professionnel. Et pour la partie reconversion pro, certains ont déjà eu une expérience professionnelle, donc pour cette partie-là, c'est beaucoup plus simple de leur donner les enjeux. Les enjeux, ils les connaissent pour la plupart déjà, sauf que il faut les adapter à l'IT. Mais on va dire qu'il y a moins cette pédagogie orientée professionnelle à effectuer auprès de ce genre de... Pour compléter, alors j'ai jamais eu l'occasion de donner cours sur un cursus académique. Donc enfin d'ailleurs je vais avoir le droit de le faire là dans les prochains mois. Donc finalement dans des prochains podcasts en fin d'année je pourrais donner mon avis. Mais en ayant été étudiant il y a quelques années en arrière, je dirais que par rapport à ce que je vois en reconversion pro, un autre point qui est principal, c'est que la reconversion pro, souvent les gens viennent avec un projet professionnel. Donc ils savent pourquoi ils se reconvertissent. Là où un étudiant, comme tu l'as très bien dit, il est dans un cursus et il n'a pas encore forcément toutes les problématiques professionnelles, il n'a jamais connu le monde professionnel et bon, il ne sait pas forcément quel métier il veut faire plus tard. Il sait qu'il va faire un cursus, que ça va lui donner accès à beaucoup de palettes de métiers différents, mais il n'a pas toute cette connaissance-là, il n'a pas vraiment un projet pro derrière. Ouais, c'est exactement ça. Et puis l'étudiant se fait une idée de ce qu'il pourrait faire dans sa vie future de professionnel. Et forcément, tant qu'on n'a pas exercé ce métier, sur le papier, ça peut paraître joli, mais en fait, pas réellement. Je suis le premier exemple de ce discours, c'est que j'ai fait une licence en informatique industrielle. J'ai eu mon premier contrat pour faire du développement automate. Pas plu. Donc au final, c'est que les cours que j'avais eus à l'université me plaisaient. Mais l'application dans le monde professionnel ne me plaisait pas parce qu'en fait, il y avait une décorrélation entre ce qu'on enseignait à l'université, tout au moins pour mon cursus, Mm. et par rapport aux besoins des entreprises. Et je trouve ça vraiment dommage, justement, et c'est là où je trouve que la reconversion pro, c'est vraiment quelque chose de percutant, puisque la plupart du temps, alors ça dépend aussi des OF, mais les intervenants, les formateurs sont des pros et ne sont pas des salariés de l'OF. Donc au final, ils ont un parcours professionnel, une expérience, ils ont quelque chose à transmettre au-delà de simplement l'aspect technique ou le cours qu'ils doivent dispenser. Ils ont vraiment une richesse à apporter aux apprenants. C'est super que tu abordes ce point parce que tu vois, j'avais la question en tête et j'allais te la poser. Aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que le côté académique est un petit peu en train de se transformer, je dis vraiment un petit peu, où on voit, et t'en es la preuve, que des intervenants indépendants euh, approchent finalement des cursus académiques. Donc c'est un petit peu en train de changer la méthode finalement qui était un peu archaïque, où on avait un formateur, comme tu le dis, enfin un formateur même pas, c'était un enseignant plutôt, qui était salarié donc de l'État ou de l'école privée et qui donnait cours avec finalement son ancienne expérience. Peut-être des fois, il a arrêté de faire de la veille, et ça a même été souvent le cas, pour mon cas en tout cas, où j'ai vu des enseignants qui ne faisaient plus de veille et qui étaient complètement largués sur les technos, pour ne parler que du digital. Et c'est vrai que du côté reconversion pro, on a vraiment des OF qui bossent avec des intervenants qui sont spé dans leur métier et qui ont vraiment au quotidien toutes les problématiques du monde de l'entreprise et donc ils savent exactement comment aiguiller la reconversion et comment aiguiller le module qu'ils vont animer. Est-ce que dans les cursus académiques, enfin dans le cursus académique sur lequel tu interviens, tu as d'autres technos où tu sais que c'est des intervenants indépendants, entre guillemets, ou même sans guillemets d'ailleurs, ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants? Et autre petit point, il y a quand même quelques OF qui ont des salariés. Je pense notamment à O'Clock, qui est une société qui fait donc de la formation dev web et CDA, donc digital. Et eux travaillent uniquement avec des formateurs salariés. Donc c'est des gens qui ont été anciennement avec beaucoup d'expérience et voilà, qui salarient pour travailler les contenus pédagogiques et donner cours toute la journée. Je me rappelle plus la question. Ouais, j'étais sûr. Donc la question, il n'y a pas de problème, c'était finalement de savoir si dans le cursus académique, tu as d'autres confrères qui, dans d'autres technos, Mm, sont mm. indépendants ou est-ce qu'ils sont enseignants? Euh, alors moi j'ai démarré ma vacation cette année, donc j'ai pas forcément un grand recul par rapport à ça, mais quand je questionne les apprenants, alors étudiants là, Hmm. euh, j'ai l'impression d'être un peu l'exception,
c'est beaucoup de profs, et d'ailleurs ça se ressent dans la communication qu'on a ensemble. C'est monsieur, alors je leur dis non, moi, appelez-moi David, mais ils sont très, très information descendante. Je suis sur mon piédestal. Je leur dis mais non, moi je suis là juste pour vous faire toucher du doigt. Donc pour le dans lequel j'interviens, c'est du Python sur un cursus de marketeux. Pas forcément des gens qui vont faire du dev. Donc, moi, je leur apporte les bases. Et donc, Ouais. du coup, c'est vrai qu'ils ont toujours cette estime d'avoir un prof en formation descendante, voilà, ce qu'ils ont eu pendant tout le cursus. Et donc, du coup, ça les déstabilise un petit peu au début. Et donc, je pense que la plupart ont des profs, donc des salariés de l'État, et Mm. pas des intervenants comme moi. Ok. C'est vrai que quand on est en reconversion pro, on est quand même, entre guillemets, plus proche de l'apprenant. Enfin, je sais que dans la plupart des formations, on se tutoie et c'est beaucoup moins, comme tu viens Mm. de le dire, information descendante. Il y a quand même, entre guillemets, une sorte de hiérarchie où on est quand même le formateur. Donc, ils doivent le respect. Et puis, bon, de toute façon, ça se fait de manière naturelle. Mais on est quand même beaucoup plus proche. Et c'est vrai que, tu le disais un petit peu au tout début, tu as ce côté social où tu vas apporter aux gens bah, voilà, ton métier. Et je trouve que dans la reconversion, ils sont vachement preneurs d'informations, ils demandent, ils réclament. Et je pense que c'est un petit Mm. peu lié à tout ce qui est ben, projet professionnel, comme je l'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont cette même envie, les étudiants, côté académique? Euh, alors, moi, la difficulté que j'ai pour mon expérience, c'est que ça se fait en visio. Donc, du coup, la particularité de la visio, c'est que ben, certains jouent le jeu, d'autres pas. Donc, le mieux, c'est d'activer la caméra, c'est de participer, mais forcément, ça, c'est sur le papier. Donc, en fait, la plupart du temps, c'est les mêmes qui vont interagir avec des questions. Donc, c'est vrai que là, j'ai une promo de 20. On va dire qu'il y en a 5, 6 grand maximum avec lesquels je discute, on interagit, ils me posent des questions, je leur réponds. Mais c'est vrai que je ne peux pas dire si c'est le cursus ou c'est la visio. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt la visio Hmm. où l'étudiant est peut-être déjà en période de décrochage, ça fait déjà 1 an qu'il vit ce confinement, ou tout au moins cette relation de l'enseignement à distance. Et du coup, voilà, je ne connais pas non plus l'historique de tous les apprenants, donc moi, je dirais plutôt que c'est la visio. J'ai pas assez de recul pour te dire si jamais c'est plutôt la version académique qui est différente. Moi, j'aurais plutôt quand même tendance à dire que c'est la visio, puisque dans la Simplon, le cursus dernier que je réalisais, on avait fait de la visio et j'avais constaté le même phénomène. Hmm. On n'active pas les caméras, c'est toujours les mêmes qui participent, il y a du décrochage, donc on était plus proche. Donc du coup, au final, on arrivait quand même plus simplement à déceler les problématiques. Mais par contre, c'est vrai que c'était vraiment différent. Quel est ton avis du coup par rapport à ça, là, le fait que l'intervenant soit indépendant, même dans un cursus académique? Est-ce que tu penses que c'est bien? C'est génial. Ouais, c'est C'est génial. génial. Je me doutais de la Mais oui, réponse, mais mais oui, c'est génial pour. Alors, je parle pas que pour moi ou le formateur, je parle pour l'apprenant, pour l'étudiant, parce qu'au final, on commence à le raccrocher au monde professionnel. Il va commencer à rencontrer des personnes qui travaillent, qui ont des problématiques professionnelles, il y a des enjeux professionnels. On commence déjà à leur mettre un pas dans le monde de l'entreprise et donc de commencer. Alors, je dis pas que tous les formateurs indépendants sont les mieux, mais au moins on commence à les sensibiliser à cette approche professionnelle. Un, un, un prof, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans qu'il fait de l'enseignement. Oui, il sait enseigner, mais il est peut-être un peu détaché des besoins des entreprises, du monde professionnel. Et donc de faire cette bonne combinaison, je pense que pour moi, c'est vraiment gagnant pour les apprenants. alors on va pas refaire le cursus académique pendant le podcast, mais j'ai quand même une réflexion qui me vient. Est-ce que tu penses que finalement aujourd'hui, on va partir juste sur le digital et plus précisément le développement. Est-ce que tu penses qu'il est plus intéressant aujourd'hui de suivre un cursus de reconversion professionnelle qui du coup ne porterait plus le nom de reconversion professionnelle puisque on n'est pas dans de la reconversion, mais plutôt comme je le disais dans un autre podcast, dans de l'insertion professionnelle, ou et j'ai perdu le fil Ou sinon être uniquement en enseignement traditionnel académique. voilà, ou être Ouais. entièrement en enseignement académique. Ah, je pense que ça dépend du domaine. Donc on va parler pour le digital et plus particulièrement pour le développement. Je ne vais pas avoir de
Faites, je vais dire ça dépend, ça, c'est la bonne réponse, mais l- ça dépend de l'OF, ça dépend de comment on le met en place. Alors même si c'est des titres réglementés par l'État, il y a quand même un cadre à suivre, Mm. mais il y a une manière de le réaliser. Je reprends encore ce dernier exemple parce que Simplon, j'y étais pendant 7 mois, on a quand même fait pas mal de choses, c'était très prenant. Ils mettent en place ce qu'on appelle la pédagogie active. La pédagogie active, c'est quoi? C'est placer l'apprenant au centre des projets, au centre de tout. Et ça change. Où on a l'habitude plutôt que ce soit le formateur au centre. Mais en fait, le formateur, non, à Simplon, dans une pédagogie active, il est juste facilitateur. Il est là pour aider les apprenants. On va dire aux apprenants, c'est vous qui êtes acteur de vos projets, acteur de votre vie. C'est à vous de prendre en main la situation, prendre en main le projet, de comprendre des technos, comprendre des aboutissants, comment on y arrive. Le formateur, il est là pour quoi? Il est là pour les encadrer, leur donner des explications, leur donner des axes de réflexion. Il est là comme un facilitateur. Il n'est pas là comme le maître de la situation pour apporter une solution. Bien entendu, si jamais l'apprenant est coincé, le formateur va être là pour lui donner une solution, mais ce n'est pas le premier recours. Ce qu'on leur dit, c'est première étape, Google est ton ami. Si tu ne trouves pas, demande à tes pairs. Une fois que tu n'as pas trouvé, eh ben là, tu peux commencer à questionner le formateur. Il ne va pas te donner une réponse, il va dire regarde là. Et si jamais, en effet, au bout de plusieurs itérations, ça ne marche pas, et ben là, le formateur vient à côté, lui donne la solution, ils font du pair programming, je ne sais trop quoi, mais au final, le formateur est là en dernier recours. Et je vois, c'est compliqué de s'intégrer dans cette pédagogie active parce que on a nos habitudes d'information descendante, d'une version académique, un support où on a des informations, le prof, on lui demande, paf, il connaît la réponse, mais non, un formateur indépendant, c'est un pro, donc il n'a pas forcément réponse à tout, il est là pour aider. Par son expérience, il va pouvoir apporter des solutions, des axes de réflexion qui vont mener vers la solution. Et moi, je veux dire, cette pédagogie active, elle me plaît parce que en fait, c'est ce que je faisais sans savoir que c'était de la pédagogie active où j'adore faire du concret, faire des TP et puis essayer de dire à l'apprenant, eh ben, le mot c'est pas débrouille-toi, mais c'est sois acteur de ce projet et trouve les éléments qui vont t'aider. Moi, je te donne des pistes, doc, je t'explique comment fonctionne cette méthode, je t'explique laquelle utiliser pour lancer ton serveur, etc. Mais maintenant, à toi de lier tout ça. Alors après, je pense que c'est quand même assez lié au digital et au développement qui fait que on n'a jamais vraiment de réponse toute faite dans le développement. Il y a différentes manières de Mm. répondre à un problème. Après, elles sont plus ou moins optimisées et plus ou moins bien et plus ou moins sécurisées. Mais c'est vrai que comme tu le dis, c'est en tout cas voilà, dans cette partie de développement, encore une fois, c'est très intéressant de forcer l'apprenant à apprendre de lui-même parce que même en entreprise, et tu l'as très bien dit au début, c'est le fait que on va devoir chercher sur Internet à un moment donné. Alors, je ne vais pas dire que le métier se résume à chercher sur Internet et à être bon dans les recherches, parce qu'évidemment, il faut comprendre ce qui est fait derrière pour, donc en termes de mécanisme, pour appliquer correctement et faire les modifications nécessaires et pour que ça s'intègre au code qu'on a créé. Mais il y a quand même une grosse partie des recherches sur Internet, de problématiques, de documentation, de code peut-être déjà tout fait qu'on va pouvoir réimplémenter à notre sauce pour notre besoin. Et il y a beaucoup d'apprenants sur des formations, je trouve, qui attendent trop que ça soit descendant, comme tu le dis, que l'information descende, Mm. qu'elle soit exacte, que ça soit une manière de faire et qu'on l'applique tout le temps. Alors qu'en réalité, le développement, c'est pas tout le temps vert, c'est pas tout le temps orange. Des fois, on peut faire du vert pour faire de l'orange ou de l'orange pour Ouais. faire du vert. Et c'est vrai que c'est compliqué pour certains apprenants de le comprendre. C'est normal et ça, moi, je le comprends, puisque pendant 10 ans, ils ont été, plus X années, ils ont été bercés à cette sauce-là. Mm. Et là, on arrive, on leur dit, ben non, maintenant, non, débrouillez-vous. Ah ouais, mais si on n'a pas des supports, eh ben oui, mais justement, c'est à vous. Nous, on est là pour pouvoir vous aider, on va vous donner des clés. On va en effet avoir une partie d'informations descendantes, mais tu vas pas avoir un PDF de 40 pages avec exactement ce qu'il faut faire. Et ça, c'est déstabilisant, c'est ce que tu disais, c'est de ne pas avoir sous la main ce qu'il faut. C'est à eux de chercher, ils se disent, ouais, mais j'ai peur de me tromper. Et justement, trompe-toi, parce que je t'assure que quand tu vas perdre 2 heures sur une petite problématique, eh ben, tu ne la feras pas 2 fois cette erreur. On est Justement, tout à fait d'accord.
Et ça, ils s'en rendent compte sur le tas. Au début, quand on leur dit ça, ils disent non, non, mais c'est encore un formateur qui est perché. Et quelques semaines après, ils reviennent, ils disent ouais, en fait, t'avais raison, quoi. Maintenant, j'apprends mieux. Tout à fait. Et c'est exactement ça ce que tu viens de dire. Et souvent, en fait, le formateur lui-même, bah, il est passé par cette phase où il est tombé Mm, sur des problèmes pendant je des heures, confirme. voire des jours. Et c'est ça qui fait gagner du temps. Moi, des fois, j'ai la réflexion sur les différents parcours. On me dit, mais Thomas, comment tu fais pour débugger aussi rapidement nos applications? Ouais, ça fait une demi-heure que je cherche. Bah, je dis, ouais, mais dans ma tête, en fait, j'ai tout le process de toutes les erreurs que tu peux faire, que j'ai faites, en fait, avant toi. Exactement. Je connais Exactement. exactement les liens que tu as pu mal faire, comment fonctionne ton application dans la globalité, parce que j'ai l'expérience. Et je sais que là, ça, c'est peut-être un point virgule, c'est peut-être un truc que tu as mal nommé, c'est un import que tu as mal fait. Et donc, en fait, dans ma liste, dans ma tête, je fais la checklist, je regarde, et après, si dans la checklist, c'est pas rentré, bon, bah là, je commence à débugger avec toi. Et là, encore une fois, j'ai des outils qui me permettent de rapidement débugger. Je vais mettre les logs aux bons endroits, etc. Mais tout ça, ben, comme toi, et comme tu le dis très bien, il n'y a personne qui m'a dit non, mais Thomas, il faut faire ça comme ça. Ou peut-être on me l'a dit, mais je ne l'entendais pas. Et c'est en fait à force où j'ai développé mes propres techniques de debug, qui sont d'ailleurs certainement les mêmes que tout le monde, hein, puisqu'au final, on a tous les mêmes manières de debug, mais où on apprend par soi-même et puis on se dit, ouais, non, j'ai cherché 7 heures ou 4 heures sur un bug. Là, je peux te dire que la prochaine fois, je vais pas l'oublier, celui-là, c'est le premier truc que je C'est ça. regarderai. Mm. Et c'est ce Non, qui non, forge l'expérience, hein. c'est totalement ça. C'est vrai que j'ai été confronté à la même situation que toi, où il reste 3 heures bloqué dessus. Tu arrives, tu leur dis, t'as essayé ça? Essaye. Putain, ça Ouais, marche. Je dis, ben oui, mais c'est qu'en fait, il y a deux problématiques. C'est que bah, tu n'as pas cette expérience, donc tu ne pouvais pas anticiper, avoir cette vision macro de comment fonctionne ton programme, le fonctionnement, les interactions. Et le deuxième problème, c'est que ça fait 3 heures que tu t'es pas levé de ta chaise, tu as le nez sur ton écran, tu t'obstines à aller tout droit, et en fait, tu te décales de 30 degrés et la solution, elle était là. c'est ça. Et je leur dis, quand vous butez sur quelque chose problématique de plus d'une demi-heure, 1 heure, tu te lèves, Mm. une clope, un café, tu reviens, et ça se trouve, la solution, tu l'as en 5 minutes. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Prendre l'air, C'est lire un ça. bouquin, lire un article, faire autre chose, Hmm. se sortir. C'est ça, tu sors, tu prends ton café, tu y réfléchis toujours un petit peu, tu dis, ah punaise, tiens, ça, j'ai pas essayé. Tu remontes, tu essayes et ça marche. C'est ça. Et combien de fois, moi, le premier, j'ai résolu des problèmes de cette manière, Mm. que je peux que leur dire de faire ça. Mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, c'est exactement pareil. Je vais rebondir du coup sur ce que tu viens de dire et qui peut peut-être faire un petit peu écho et t'en as plus ou moins. Il en a parlé même au début. Est-ce que du coup, pour toi, il faut forcément être passionné pour devenir développeur? Non, mais c'est en étant passionné que tu deviens un bon développeur. Un développeur, c'est pas simplement quelqu'un qui code, c'est quelqu'un qui arrive à s'adapter et fait de la veille. Un développeur, il peut être bon, par contre dans 2 ans, il sera has-been. Pourquoi? Parce que les technos évoluent tellement rapidement, alors je parle pour le web, que s'il ne se met pas à jour, qu'il ne regarde pas un peu comment fonctionnent les nouveaux concepts, les paradigmes, euh, tout ça, s'il n'a pas cette curiosité, eh ben, il va plus devenir un bon développeur parce qu'il sera plus au courant de ce qui se passe. C'est l'avantage et l'inconvénient de notre métier, c'est que, eh ben, en fait, il n'y a jamais de routine. Moi, ça j'adore. C'est que tu t'apprends sans cesse. Bah, par contre, ça te demande de l'énergie pour pouvoir savoir ben, qu'est-ce que tu qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui se fait, comment maintenant on va faire du déploiement, quels sont les nouveaux outils à utiliser. Et du coup, pour moi, un bon développeur, c'est quelqu'un bon, déjà qui a une bonne logique algorithmique, parce que quelqu'un qui sait coder en Java, il sait peut-être pas coder en C Sharp, mais s'il a la logique algorithmique, et ben en fait, une boucle reste une boucle. C'est juste le langage qui va te permettre de l'écrire d'une autre manière. Donc si tu as la logique algorithmique, que tu fais de la veille et que tu adores ce que tu fais, bah tu peux être que bon développeur. Tu lis dans mes pensées parce que c'était ma prochaine question. Parce que j'allais te dire justement, pour moi, la définition principale d'un bon développeur, c'est avant tout la logique algorithmique, qui fait que ben, si tu as cette logique et que tu es très bon en algo, tu sauras t'adapter à n'importe quel langage qui n'est juste qu'une C'est ça. surcouche de la réflexion finalement. Et, Mm. du coup, bon, on retombe sur nos pattes, mais par là, j'aimerais te poser la question et une réflexion que moi je vois, hein, qui est que finalement, il y a très peu d'apprenants, et même dans les formations que je vois passer sur Internet, en dehors des cursus pro
et voilà, qu'on peut retrouver. Je vois très peu d'algo et très peu de vrais développeurs mettre en avant des formations d'algo ou faire comprendre aux gens que l'algo, c'est primordial dans une formation de développeur et qu'on peut apprendre j'allais dire tous les métiers, mais plutôt toutes les technos du monde. Si on n'est pas bon en algo, je dirais on ne sera jamais bon en tant que développeur. On fera du développement, on fera du code, on pissera du code, entre guillemets, mais on ne sera jamais un très bon développeur. Et là aussi, je pense que, alors pour moi, c'est pas forcément un bon point de ne pas enseigner l'algo, puisque en effet, si on a cette logique algorithmique, et ben en fait, on sera plus à l'aise dans les langages, on saura s'adapter. Mais je pense aussi c'est lié aux besoins des entreprises. Les entreprises ont besoin de développeurs, donc c'est un métier très tendu. Les entreprises en ont besoin, il y a peu de candidats, donc forcément les plages sont chères. Et les entreprises, elles, ce qu'elles veulent, c'est de la productivité. Elles veulent des personnes qui fonctionnent, qui soient opérationnelles, quitte à bypasser certains apprentissages. Et peut-être que l'algorithmie en fait partie, puisque si on cherche un développeur PHP, au moment que tu sais utiliser Symfony, ça me va. Et donc voilà, peut-être que les OF ont cette pression-là de se dire il faut vite qu'on mette sur le marché des développeurs opérationnels pour que les entreprises nous les prennent. Donc Même toi, si je pense que c'est pas forcément une bonne stratégie, ok. puisque ok il est opérationnel, mais il est opérationnel immédiatement, mais peut-être que si tu investis un peu plus sur la qualité de l'enseignement, il sera opérationnel mais sur plus longtemps, puisqu'il aura une meilleure Voilà. réflexion, il saura plus s'adapter. Si demain une entreprise te dit on fait plus de Symfony, on va se mettre à faire du Python, et ben il va se dire waouh mince je connais pas Python, comment on fait? Et ben non, si tu as vu de l'algorithmique, tu vas devoir qu'une boucle ça reste une boucle, un if ça reste un if, et que il y a juste le mode de fonctionnement du langage est différent. Mais au final, ça reste que du code. Tout à fait. Donc on peut s'accorder sur le fait que l'algo est extrêmement important et que Mm. on peut inviter les gens à se former à côté si c'est pas fait ou à continuer de se former sur l'algo pour être très fort là-dessus. C'est ça, tout à fait. Alors, l'algorithmie, il évolue pas forcément Ouais. au fil des années, hein, puisque c'est juste représenter la logique du code. Justement, cette logique va être standard, c'est l'implémentation qu'on va en faire, donc une techno qui va être différente, Mm. où on va instaurer des nouveaux paradigmes, de la complexité, de la PO, tout ça, où là on rajoute la complexité, mais l'algorithmie, ça s'apprend et on va dire ça se perd plus parce que ça reste de la logique. Ouais, tout à fait. Alors je vais continuer à rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il faut être bon en logique à la base et peut-être bon en maths pour être bon en algo? Euh, alors, bon en maths, non. Alors si tu es bon en maths, oui, tu auras une meilleure logique mathématique. Mais par exemple, si tu sais pas faire la dérivée d'une cosinus, je pense que c'est pas grave. Je suis d'accord avec toi. Moi, Oui, ah, excuse-moi, je suis parti. pas de souci. Euh, Du coup, tu disais toi le premier. oui, donc en effet, les maths, ça va être un élément qui va te permettre d'être plus à l'aise dans l'algorithmie. C'est pas forcément pour moi un prérequis que la logique mathématique et la logique, ça peut être deux choses différentes. Deux choses différentes. Ok. Alors Exactement. c'est juste pour rassurer les gens sur le fait que voilà, s'ils n'ont pas fait maths sup, maths p, il n'y a pas de problème, vous pouvez devenir un très bon développeur. C'est ça, Voilà, exactement. c'est exactement ça, c'est pour vraiment rassurer les gens. C'est abordable pour tout le monde. Évidemment, si vous avez un peu de logique, vous gagnerez plus rapidement en compétences sur l'algorithmie et puis vous serez forcément un petit peu plus à l'aise. Mais après, entre guillemets, tout s'apprend quoi. C'est sûr. C'est sûr que c'est tout de suite quelque chose qui, c'est peut-être un sujet, mais en fait, pour être bon développeur, non, il ne faut pas être un matheux qui sort de grandes écoles. Oui, ça t'aide. Oui, quand tu fais des maths, ça t'aide à avoir la bonne réflexion, la logique. Mais en fait, c'est juste pour t'améliorer, pour être plus à l'aise dans la logique. Fait, tu sors pas de maths spé, c'est pas grave, tu peux y arriver, hein. Moi, j'ai eu une personne qui était plombier et qui se débrouillait bien à faire du développement. Donc, je pense que le plombier, c'est une des personnes qui doit le moins faire de maths dans la journée, hein. Ouais, alors après, est-ce qu'on peut essayer de différencier logique quand même et maths? Donc, parce que peut-être que le plombier a quand même une certaine logique, entre guillemets, ou un certain type de fonctionnement de résolution de problème. Alors après, on appelle ça logique ou pas. Mais j'ai un exemple, avec un client, ça m'est arrivé d'avoir plusieurs fois des boulangers
la première fois, donc la personne était sourcée, on l'a recruté. Bon, c'était la première fois que je voyais un boulanger en tant qu'apprenant, donc pas de souci. Puis on a fait deux, trois autres sourcing, et puis on est tombé deux, trois fois sur des boulangers. Et puis un jour, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des schémas voilà, ou des patterns qui feraient que certains métiers seraient ça serait plus simple pour eux, en tout cas des gens qui auraient fait ces professions, de se reconvertir dans le développement. Et la boulangerie en fait partie, parce qu'à chaque fois ils ont eu, enfin je pense, à chaque fois ils ont eu des très bons résultats. Et je pense que il y a voilà, des choses dans le métier de boulanger, notamment ben, les recettes, hein, puisque créer une recette, ça se rapproche énormément d'un algorithme, avec des procédures, des manières de faire, c'est quand même assez strict. Donc voilà, c'est une réflexion que je m'étais faite. J'ai pas vu d'autres métiers, mais tu vois, maintenant que tu me parles du plombier, peut-être que dans la manière de faire, dans le fait qu'il faut quand même assez être strict chez un plombier, même s'il y a des plombiers qui sont bons ou mauvais et qui le feront plus ou moins bien ou moins bien le métier, mais quand tu vas mettre un tuyau, si tu le mets mal, ça va fuir de partout. Donc finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un schéma qui se rapproche un petit peu de la programmation où si tu cadres pas correctement pour résoudre le problème, tu vas avoir des fuites de mémoire ou tu vas perdre des données et donc tu as quand même un cadre et ça n'a peut-être plus rien à voir avec la logique mais plus avec une certaine rigueur, une certaine discipline et qui Mm. faciliterait le développement derrière. Je pense que c'est plutôt ça. C'est lié, je pense, à tes compétences, ton savoir-être, puisque tu vas peut-être te diriger, en effet, si tu es une personne rigoureuse, je dis n'importe quoi, vers la compta. Mm. Parce qu'en effet, on sait que la compta, c'est rigoureux, c'est aussi matheux. Il faut quand même qu'ils produisent des choses de qualité, parce que sinon, ça peut avoir des impacts. Et je pense qu'en effet, il y a des personnes qui sont tirées vers des métiers parce qu'ils ont cet attrait vers telle ou telle logique, telle ou telle compétence, telle ou telle chose. Et donc, il y a des métiers qui doivent être un peu mis dans le même sac et en effet, comme tu disais, un boulanger, ben, quand il fait des recettes, il a besoin de faire des mélanges d'une certaine quantité pour avoir un produit de qualité. Et donc, du coup, ça se rapproche peut-être un petit peu de dev. Moi, j'ai pas une grande expérience en tant que formateur, donc je peux pas essayer de faire des rapprochements comme tu as pu le faire. Mm. Mais je pense qu'en effet, il y a des personnes qui sont attirées plus vers un métier qu'un autre parce que il y a des choses qui les attirent. Ok. On va revenir un petit peu sur ton parcours avec Simplon, puisque je pense que c'est ce qui a alors je vais pas dire de plus intéressant parce que tout est intéressant dans les différents OF que tu as vus et avec lesquels tu as travaillé, mais c'est vrai que d'avoir cette expérience de formateur long terme entre guillemets, ça change un petit peu des autres personnes que j'ai pu avoir en podcast, et donc j'ai envie d'approfondir avec toi ce point-là. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment est-ce que ça s'est mis en place? Est-ce que c'était toute la journée, tous les jours? Qu'est-ce que tu avais comme liberté? Comment tu as pu un petit peu Hmm. faire les choses? Ouais, ok. Euh, alors en fait, l'équipe pédagogique de Simplon, c'est que c'est intensif, c'est compliqué. Donc eux, c'est des indépendants, leurs formateurs sont... Et donc du coup, en fait, on était deux formateurs. J'avais un collègue qui s'appelle Thomas également, qui était mon co-formateur. On formait nos apprenants sur une période de 7 mois de manière intensive, et ensuite ils avaient un an d'alternance. Donc ça s'est arrêté tout fraîchement la semaine dernière chez Simplon, pour ma part, pour la période intensive. Et comment on fonctionnait? On fonctionnait en fait en binôme et on coupait la semaine. Grosso modo, Thomas intervenait 1 jour et demi et moi 2 jours et demi, à peu près. Donc avec des adaptations, nos contraintes de manière globale. Allez, on va arrondir à 3 jours par semaine. Et en fait, c'était des enchaînements de briefs. Un brief projet en fait. Essayer de le faire assez court, maximum un jour, pour valider telle ou telle compétence du référentiel. Ces briefs s'enchaînaient et quand vous voulez valider des compétences dans ce brief-là, et ben en fait, quotidiennement, on avait un petit rituel. Le matin était plutôt consacré sur l'apprentissage, la découverte d'une techno, d'un outil, un débat, un EP, et l'après-midi sur ce projet-là, ce brief-là. Et donc, du coup, les matins, c'était parfois des veilles. On leur disait la veille au soir, la veille de demain, ça sera, je sais pas, ça sera la PO,
dites-moi ce que vous trouvez sur la PO. Et il y a un groupe, deux groupes, trois groupes, en fonction de comment chaque groupe trouvait les informations. On les faisait tourner avec leur présentation. Donc ça leur apprend en plus à être à l'aise à l'oral, à fournir un PowerPoint et peut-être aussi à répondre à des questions d'autres collègues. Parce que nous, formateurs, euh, on a cette expérience et des fois on va pas poser des questions pour nous sont logiques où on se dit c'est bon, il a compris. Et en fait, du coup, ils ont parfois les apprenants entre eux des questions où on se dit mais en fait, oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que c'est la base, et j'aurais dû la poser cette question. Et donc voilà, on essayait de les enrichir de cette manière-là, ou nous, formateurs aussi, également, les matins, on faisait parfois des informations descendantes, parce qu'il en faut quand même, Mm. pour leur expliquer, je sais pas, Git, pour leur expliquer, eh ben, comment on fait de la PO. Ok, donc il y avait quand même un petit peu de formation descendante, mais c'est plus orienté vraiment, comme tu disais, pédagogie active, où on va donner des projets, où ces personnes, elles sont là pour faire les projets elles-mêmes, et toi, en tant que formateur, juste à animer et à guider ces personnes-là dans la création du projet. C'est ça. Donc le projet, il est sur une semaine, et donc bah, ils avaient 5 demi-journées, parce que les 5 demi-journées, c'était là où on faisait des veilles, on répondait à des questions, on approfondissait certains sujets du brief qui n'étaient pas bien. Et l'après-midi, en effet, ils avaient ce brief où nous, on était là, présents en salle, à répondre à leurs questions, à éventuellement peut-être refaire un cadrage si jamais que plusieurs ont des problématiques similaires. On était là justement pour les aider. Quand ils ont des problématiques, et ben on faisait le schéma que je te citais tout à l'heure. As-tu cherché sur Internet? Et au bout de 5 mois, il y en avait encore qui me disaient non. Donc il y a besoin quand même de répéter, et ça, faut être patient. Donc chercher sur Internet, ensuite est-ce que tu as demandé à tes pairs? Et ensuite, ok, j'arrive. Et là, du coup, tu commences à regarder, comme tu disais aussi tout à l'heure, bah, parfois, en 2 secondes, tu trouves la solution, bah, parfois ça te prend 1 heure, parce qu'en effet, il avait bien cherché, il a fait correctement les choses, mais oui, là, en l'occurrence, problème. En fait, c'est un peu itératif, on s'adapte, et c'est là où c'est intéressant ce métier, où c'est aussi fatigant, parce qu'en fait, on doit sortir de notre zone de confort et sortir de ce qu'on avait prévu. Moi, combien de fois j'arrive le matin, je dis on va faire ça, et la fin de journée, je dis bon, en fait, on n'a rien fait de ce que j'avais prévu, parce qu'il y avait des choses plus importantes, il y a des sujets qui n'étaient pas maîtrisés, donc on les a revus, on a réexpliqué, mais c'est pas grave, du moment que l'information, on arrive à la transmettre, et ben, ce qu'on avait prévu, on le décalera plus tard. Donc c'est là où c'est intensif, c'est on a beaucoup de choses en très peu de temps, on est beaucoup présent 3 jours par semaine pendant 7 mois, c'est vrai que c'est fatigant. Mais c'est aussi plaisant parce qu'on se rend compte que ils ont progressé et qu'il y a vraiment cette information qu'on a réussi à leur transmettre. On n'a pas été là juste simplement à croiser les bras. Ils nous posent des questions. Il faut être acteur, leur donner les informations, leur donner des pistes de réflexion. Alors justement, j'allais venir à cette question. Contrairement à, comme tu l'as dit, des OF où tu vas intervenir de manière assez ponctuelle sur plusieurs jours ou peut-être parfois plusieurs semaines pour certains modules. Là, tu as vraiment été 7 mois en relation avec les apprenants toutes les semaines, donc à raison de 3 jours ou 2 jours et demi, enfin voilà, selon le choix qui était fait avec le co-formateur. Est-ce que tu avais le temps de bosser avec d'autres OF sur les jours qui te restaient? Parce que sachant que tu es quand même indépendant, donc tu dois peut-être avoir des clients à côté aussi en tant que dans le développement. Et Pas facile. voilà, pas facile, je me doute. Et après, Et ça, euh, tu viens de le dire, c'était épuisant. Est-ce que c'est plus épuisant qu'une formation ponctuelle ou de travailler avec plusieurs OF séparés? Ou est-ce que c'est moins épuisant? Ou autant? euh, euh, je pense pas que ça soit plus épuisant. Euh, En fait, sur 7 mois, on va aborder des choses différentes. Ça veut dire que semaine, c'est un nouveau contenu. Donc, il faut préparer un nouveau support. Alors, l'avantage pour un formateur de la pédagogie active, c'est qu'on sait qu'on n'a pas besoin de passer 3 heures pour faire un PowerPoint, 2 heures pour faire des exercices. En fait, on s'adapte. Notre expérience, dire, moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionnais. Je me reposais sur mon expérience pour faire les exercices. J'avais une trame dans ma tête, mais j'avais pas forcément quelque chose de posé sur le papier.
Donc je dis, allez, tiens, on va travailler ça. Et parfois, ça m'arrivait d'improviser. Et allez, on va faire cet exo. Allez, on le fait ensemble. Euh, Parce que des fois, j'avais pas forcément le temps de préparer, vu que il y a une semaine à l'autre, ça pouvait être des sujets complètement différents. Du coup, j'avais pas le temps de préparer des choses bien construites. Pour répondre à ta toute première question, oui, j'ai d'autres clients et oui, ça a été compliqué de gérer tout ça, puisque forcément, quand on est en contact, c'est pour la veille. Et donc, du coup, pour comprendre que tu es pris et que c'est pas avant 2 mois, parfois c'est compliqué. Ce qu'il faut, c'est avoir un agenda bien organisé, béton, pour pouvoir remplir les petits trous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Euh, Moi, je verrais plus cette difficulté-là que j'ai eue en tant qu'entrepreneur, en planning, parce que j'avais 3 jours par semaine pendant 8 mois, 7 mois qui étaient pris. Donc, autant dire qu'une semaine qui est quasiment pleine, tu rajoutes 2-3 rendez-vous les 2 jours qui te restent, et c'est fini. Donc, c'est là, c'est pas une problématique de formateur, c'est plutôt une problématique d'entrepreneur. Ouais. Je vois ce que tu veux dire parce que je suis. Ça fait 2 ans que je suis dans la même problématique. Mais donc, quand même, est-ce que tu as gardé du temps pour tes clients ou est-ce que tu t'es dit quand même, ben, sur les 2 jours qui restent, je vais tenter d'avoir un autre OF? Est-ce que ça t'est arrivé ou vraiment sur les 7 ou 8 mois, tu t'es consacré uniquement à Simplon pour des raisons diverses et variées ou uniquement des raisons professionnelles parce qu'il fallait quand On même que tu aies du temps pour gérer tes clients? ne peut pas, en tant qu'entrepreneur, alors moi c'est ma vision, je ne pouvais pas dire que pour Simplon. En effet, quand j'étais pour Simplon, je travaillais pour Simplon, je faisais le mieux pour délivrer un service de qualité. Je ne peux pas dire pendant 7 mois, j'oublie les autres. C'est aberrant parce qu'au bout de 7 mois, j'ai plus de clients. Donc il faut travailler le fond. Donc oui, j'ai travaillé pour d'autres OF, mais en mode court, où je suis intervenu 3 jours dernièrement pour Oman Booster, parce que ces 3 jours, j'ai réussi à les caler. Et donc du coup, c'est en faisant de la diversité qu'on arrive à s'en sortir. Donc il faut justement essayer de combiner sur ces différentes opportunités pour avancer. Et c'est pour ça que je te disais que c'était problématique l'agenda, parce que en effet, quand tu n'as que 2 jours dispo, que tu as une formation de 3 jours qu'on te demande, ça fait déjà 2 semaines de prix, quoi. Donc, et du coup, les autres clients, je les revois pas avant 3 semaines. Donc voilà, c'est juste des problématiques d'agenda. Pour moi, non, je ne vais pas me sur un seul client. Alors, c'est un tout petit peu coupé. Est-ce que tu peux redire? Ah, oui, ce que je disais, c'est pour moi, c'était problématique de ne s'occuper que d'un seul client, à savoir Simplon, puisque quand on arrête Simplon, il n'y a plus de facturation, donc il Hmm. n'y a plus rien qui rentre. Il faut aussi pouvoir travailler sur le fond, travailler avec plusieurs clients pour pérenniser l'entreprise, pour pérenniser son activité. Et donc, en effet, pour moi, c'est primordial de travailler avec plusieurs clients, que ce soit des OF ou des clients qui sollicitent pour des applications métiers. Hmm. Mais je travaillais sur le fond beaucoup moins. Forcément, j'ai pris plus de la moitié de la semaine à ça. Je travaillais beaucoup moins sur ma prospection parce que de toute façon, je savais que si je décrochais un contrat, je ne pouvais pas y répondre rapidement. Donc, j'étais plus en phase de prospection active. Par contre, si on me sollicitait ou le peu de prospection que je faisais et que ça débouchait, j'essayais en effet de le caler Dans dans ton l'agenda. agenda. C'est une réflexion qui est intéressante parce que voilà, moi je suis exactement dans le même cas de figure comme je disais. Et c'est vrai que il y a un moment donné où tu es obligé de prendre une décision. Alors bon, ça pourrait presque être une prise de décision de riche pour certains qui nous écouteraient, puisque on va devoir choisir entre différents clients, donc on va pas se plaindre entre guillemets. Mais c'est vrai que à un moment donné où si tu es vraiment sollicité, t'en arrives à faire des compromis, clairement, où tu vas dire, ben non, comme tu l'as très bien dit, je vais laisser passer l'opportunité avec un OF, peut-être que j'aurais voulu travailler depuis plusieurs mois, ou avec un client, hein, peut-être un gros client avec qui voilà, j'aurais voulu travailler parce que ça me donne vraiment envie. Et je vais pas pouvoir parce que j'ai pas le temps, je suis déjà investi d'un côté. Et est-ce que, euh, est-ce que voilà, ça t'est forcément arrivé puisque tu viens de le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit, je vais me mettre une surcharge de travail et je vais accepter par exemple du dev
je vais accepter du dev et tant pis, après la formation, de 17 à 21h, 22h, je vais prendre Mm. le projet client parce que ça me tient à cœur et que je veux pas faire que de la formation. Mm. Alors, euh, oui, j'ai perdu des clients parce que j'avais des délais de livraison qui étaient trop longs. Oui, j'ai continué à en accepter parce que ça me paraissait normal et ça en va de la survie de mon entreprise, surtout dans la situation actuelle. Et oui, en effet, également, je travaillais sur le temps après ma formation, après 17 heures. Par contre, il y a une chose sur laquelle je ne reviendrai pas, c'est faire 2 journées en une. Je me suis tué au travail au début quand j'ai lancé mon activité à me dire je faisais de la presta et le soir je faisais des applis clients et en fait on se tue au travail. On est dans un monde où en fait il faut bosser 26 heures par jour pour réussir et tout au moins c'est ce que la société véhicule et j'adhère pas à ce principe-là. En effet pour pouvoir y arriver il faut travailler mais il faut aussi pas oublier qu'on est des êtres humains et qu'on a un repos, qu'on a besoin de faire autre chose que travailler. Même si le dev c'est ta passion, ben, tu as aussi une vie à côté. Donc il faut trouver cet équilibre entre avoir du business, t'éclater dans ton travail et ne pas oublier ta partie perso, familiale. Et donc cet équilibre, dur à trouver pendant que ma période intensive à Saint-Plon, je l'ai choisi. Mhm. Mais c'est vrai qu'à des moments, c'était pas facile parce que j'avais parfois plusieurs formations à préparer. Les soirs étaient un peu longs parfois, mais c'est pas grave, c'est moi qui ai choisi. Après, je sais par exemple que j'acceptais, il y a eu le mois de janvier qui était assez compliqué pour moi, mais après je me dis, une fois que janvier est passé, c'est bon, je vais pouvoir respirer, parce qu'en effet, là, j'ai peut-être un peu tiré sur la corde, mais du coup, je vais me laisser un peu de lest pour le mois de février. C'est intéressant parce que il faudrait pas que les gens idéalisent non plus le métier. Alors là, on touche plus du tout au digital et on touche plus à l'entrepreneuriat et je trouve ça quand même assez intéressant parce que la plupart des formateurs sont indépendants. Peut-être qu'ils vont se lancer dans la formation parce que c'est une belle opportunité de générer du chiffre d'affaires et d'avoir des premiers clients ou de compléter une affaire qui tourne, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce que tu es en train de dire, c'est que, ben, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'il y a un moment donné où ben, tu vas quand même devoir cravacher. Alors après, tu le choisis ou tu le choisis pas, voilà, tu mets un équilibre en place. Mais à mon sens, je reste persuadé que si on veut réussir ou voilà, que ça fonctionne quand même, il y a un moment donné où il va falloir travailler plus que les autres, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat où, ben, forcément tu es ton propre patron et tu as tes factures. Il faut que l'argent rentre, entre guillemets, tu es obligé. Et donc tu n'as pas vraiment le choix des fois que de devoir bah, accepter des contrats plus que tu ne saurais en faire en 7 heures de travail. Tu vas devoir travailler en dehors. Alors peut-être que sur une petite période, comme tu viens de le mentionner, mais peut-être que voilà, certains idéaliseraient entre guillemets le boulot, le travail, même si on est passionné, mais que en réalité derrière il y a quand même de nombreux sacrifices à faire, que ce soit voilà, sur l'équilibre pendant un temps familial ou loisir ou autre, et que c'est pas tout beau tout rose, que c'est pas si simple de monter une entreprise, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que alors, ça rejoint un petit peu le point que la société montre aussi que c'est. Alors, peut-être pas la société, mais ce qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux montre que c'est simple de monter une entreprise et de gagner de l'argent. En tout cas, dans le digital, je parle, hein, parce que moi, je le vois sur YouTube avec, et les réseaux sociaux avec plein d'influenceurs qui montrent que c'est hyper facile de gagner des 1000 et des 100, voire des millions d'euros sur Internet. Alors que si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait et tout le monde le réussirait et qu'en réalité c'est pas si simple que ça et qu'il faut énormément, au début au moins, énormément travailler, s'investir, savoir faire des sacrifices que très peu seraient capables de faire. En tout cas moi c'est la vision que j'en ai aujourd'hui après 3 ans d'entrepreneuriat et que bah voilà après on peut rééquilibrer mais qu'à un moment donné il va falloir énormément travailler, que c'est pas si simple et qu'il faut surtout aussi être énormément passionné et ça rejoint ce que tu disais hein. Il faut être énormément passionné par ce qu'on va faire parce qu'on va tomber sur des problématiques des fois où s'il y a juste la partie pécunier qui nous intéresse, on va jeter l'éponge. Non, mais je suis d'accord. Qui a envie d'aller travailler le dimanche matin quand il fait beau et que on a nos enfants à la maison? En effet, si on a la passion, que ben aussi il y a le fait d'être entrepreneur. En effet,
bosser, ça avance pas, hein. Donc il y a cet équilibre à trouver. Alors je dis pas que bosser 20 heures par jour c'est mal. Je dis juste que attention, la société véhicule parfois des images, des schémas qui ne sont pas forcément vrais. En effet, quand tu es entrepreneur, tu roules pas tout le temps en Porsche, tu gagnes pas 4 000 € par mois et tu travailles pas que 2 heures par jour. Il y en a, en effet, c'est ceux qui arrivent à monter des startups. Blablacar, en effet, ça a bien fonctionné, mais il y a aussi des périodes un peu plus difficiles. En fait, ça, c'est. Alors, je globalise, hein, je ne dis pas comme ça. Il y en a qui galèrent, combien d'entreprises ferment parce que c'est compliqué, des charges qui sont importantes. C'est pas facile d'aller décrocher des clients compétents, mais si on n'arrive pas à aller choper les clients, ben, il n'y a pas de business qui rentre, donc pas de sous. Après, là, on rentre dans des problématiques plus de gestion d'entreprise, moins Ouais. de formateurs. Et c'est vrai que ça peut être intéressant pour les formateurs qui veulent se lancer de dire attention, euh, en étant indépendant, vous allez rentrer dans la sphère de l'entrepreneuriat. Prenez en compte ces paramètres-là. Mm. Voilà, c'est pas. D'ailleurs, on va revenir tout en restant sur l'entrepreneuriat, sur la formation. Comment tu as eu cette première opportunité avec la DREC? C'est eux qui t'ont appelé ou tu as eu cette opportunité d'une autre manière? C'est moi, j'avais envie de faire de la formation. Je disais au tout début du podcast, j'avais l'impression de développeur et j'avais cette transmettre, je me sentais légitime dans mon métier, je disais je peux peut-être leur apporter quelque chose de par mon expérience. J'avais envie d'aider les autres, leur faire voir que c'était un super, qu'on pouvait s'éclater, qu'il y avait du. Je me suis dit allez, j'ai eu cette opportunité, je vais y Alors, ça coupe un petit peu. Je sais pas si c'est aller. ta connexion ou que tu es loin du micro. Alors attends, hop, je vais bouger un petit peu. Donc en fait ce que je disais, Ah, on t'entend plus. Comme si tu avais coupé ton micro. ouais, c'est que j'ai eu un double appel. Pas de souci. Là c'est bon. Ouais, nickel. Euh, du coup oui, c'était plus ma volonté d'aller chercher une formation pour être formateur. J'avais eu l'impression d'avoir fait un peu le tour de mon activité de développeur. J'avais envie d'autre chose. Alors je reste toujours un passionné de dev et c'est ce que j'aime faire, mais j'avais envie de le faire autrement, de le transmettre à des personnes, de leur expliquer les problématiques, les petits trucs et astuces. Voilà, faire cette transmission de cette passion, bah, pour moi c'était le complément de ce que j'avais déjà fait. Et donc j'ai démarré par la DREC et ça m'a plu. Et je me suis dit, allez, je vais essayer de poursuivre dans le domaine. Et ben voilà, ça va faire 2 ans et je m'éclate. C'est pas quelque chose que pour moi je veux faire exclusivement. Mm. Parce que pour moi, un formateur, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour qu'il soit pertinent, faut qu'il travaille, faut qu'il ait des clients, faut qu'il ait une autre activité. Sinon, on revient dans un schéma où tu es salarié d'éducation nationale et que tu es prof. Et donc, du coup, je veux rester développeur, je veux continuer à avoir des problématiques, à découvrir des et du coup les partager en même temps à mes apprenants. Bien combiner les deux qui, pour moi, est la perspective de ces prochaines années. Ok. Un point qui m'intéresse que tu as donné au début, est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui dans le dev de se spécialiser? Oui, oui, oui. Là, typiquement, je parle en connaissance de cause. Quand j'ai lancé mon activité, je me suis dit, je vais faire du C Sharp, je vais faire du Java, je vais faire du PHP, je vais faire du Python. Allez hop, je fais tout. Super. Mais en fait, en faisant tout, on fait rien. Parce que alors encore une fois, ça c'est l'image qu'on véhicule. On se dit, mais en fait, il fait tout. Mais s'il fait tout, et ben en fait, il sait rien faire parce qu'il n'est pas spécialisé. Et ils ont raison. Parce qu'en fait, quand tu travailles, par exemple, sur 3 technos, bah forcément, vu que tu connais les trois, tu vas aller un petit peu moins profondément dans la techno ou dans. Et donc, du coup, il y a besoin de se spécialiser. Alors, c'est faire attention de ne pas se spécialiser à outrance, parce que sinon, après, on vient dans un métier de niche où, ben, si tu n'as pas l'opportunité, je sais pas, je dis par exemple, tu fais du PHP en traitement Mm. d'image, tu as peut-être quand même moins de business à faire que si tu fais que du PHP. Donc, du coup, il faut faire attention à cette spécialité, mais pour moi, oui, il faut se spécialiser. Et j'ai choisi de me spécialiser dans le techno parce que tu arrives plus facilement à véhiculer une image en disant je suis développeur Python que je suis développeur back-end, je fais du PHP, du Python, du C Sharp, de l'Android, et puis tiens, même si tu veux, je peux te faire aussi des applications lourdes. Au final, tu perds.
Alors, quand même, tu es full stack, puisque tu fais du React en front. Et alors, j'aime pas trop cette Mm. définition pardon, de full stack parce que pour moi, elle est pas très réelle, elle a changé par rapport au métier d'il y a 8 ou 10 ans, parce qu'un vrai full stack avant était un vrai full stack, il savait tout faire, ou en tout cas, il était présent sur toutes les thématiques d'un projet. Aujourd'hui, on appelle simplement une personne full stack quelqu'un qui sait faire du front et du back et qui touche rarement au serveur. Et après, on demande à ce que la personne, elle sache notamment faire un petit peu de DevOps ou qu'elle ait des notions euh, voilà, de déploiement. Mais c'est pas le full stack qu'on entendait avant, où moi je me souviens, il y a de ça 5-6 ans. Voilà, je touchais au serveur, je savais monter un serveur, j'administrais les serveurs, je faisais du Ruby. Et en front, bon, il n'y avait pas encore tous ces frameworks aussi développés. Donc on faisait du from scratch en entreprise. Et il y avait aussi la partie maquettage. Donc vraiment, sur tous les process de l'entreprise, j'étais présent. Ça, c'était un vrai full stack à mon sens. Ah, aujourd'hui, ça a un petit peu changé, mais on peut dire que tu es quand même full stack. Oui, tout à fait. Oui, le full stack ancienne version, forcément, puisque Ouais. dans ma structure, je suis tout Mhm. seul, donc forcément, faut tout faire. Eh ouais. Mais après, c'est pas grave, parce qu'au contraire, moi, je trouve ça super intéressant de partir d'un besoin client et d'aller jusqu'en dev, jusqu'en prod. C'est génial, tu touches à tout, tu rencontres des problématiques, oui, mais c'est tellement enrichissant de se dire que tu as fait ça de bout en bout. Alors, je le fais parce que j'aime, j'aurais des équipes avec moi, ça serait encore mieux. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça et ça me... Ok. Est-ce que tu as. On va revenir un petit peu sur la formation. Est-ce que tu avais peur. Alors, même si tu nous as dit que c'était toi qui étais allé chercher la DREC, est-ce que tu avais quand même peur de devenir formateur au début, quand tu t'es lancé? Non, pas peur de devenir formateur parce que vu que j'avais cette expérience, je me sentais plutôt à l'aise pour dispenser ces technos-là, ces sujets-là. Ce que j'avais peur, c'est plutôt les attentes des apprenants. Je connaissais pas trop leurs attentes, le niveau, et là j'étais un peu sur du flou. Le premier slide que j'ai préparé, bah, je savais pas trop à quoi m'attendre, et du coup, ben, je me suis rendu compte que c'est pas si compliqué, et c'est vrai que là, ça peut être un message que j'aimerais passer aux personnes qui nous écoutent et qui veulent devenir formateurs. Euh, Formateur ne sait pas tout. Et encore heureux, vous devez être là aussi en apprentissage. Ne venez pas en vous disant je sais tout, je suis supérieur aux autres. Non, parce que vous allez toujours en apprendre et la personne ou le formateur qui vous dit je sais tout, eh ben non, en fait, on apprend toute notre vie, que ce soit dans la formation ou ailleurs. Donc il faut être là, humble, et vous dire que ouais, quand t'as un apprenant qui dit ben non, faut faire comme ça et qu'il a raison, ça vous fout une sacrée claque, mais c'est pas grave, parce que c'est bien plus enrichissant pour lui de lui dire ouais, t'as raison, c'est bien compris. Au moins, il a, il a pigé le message et il a grandi, il a compris de ce qu'on a essayé de lui enseigner. Ne venez pas en vous disant je sais tout, restez humble et dites-vous que même si vous savez pas tout, ils le savent les apprenants, ils vont juste vous tester un petit peu au début, mais ils savent qu'on doit tout savoir. À vous d'être transparent. Ouais, en fait, t'as raison, je sais pas, je vais me renseigner. C'est tellement plus intéressant de dire je vais me renseigner que d'essayer de noyer le poisson en disant ouais, mais non, en fait, ça, ce que tu fais, c'est pas bien, faut faire comme ça. Non, ils s'en rendent compte. Vous avez l'impression de noyer le poisson dans l'eau. En fait, non, non, ils se rendent compte que vous essayez de les berner. Mm. Et ça, c'est vrai aussi en dehors du fait d'être formateur, dans les apprenants, j'en vois souvent qui essayent de bullshit, entre guillemets, comme tu viens de l'expliquer, de dire ouais, Mm, mais mm, non, j'ai fait ça parce que. Non, mais laisse faire, j'ai compris, ça se sent. voilà, j'ai compris C'est ça, pourquoi tu l'as fait, c'est pas la peine de m'embrouiller, je sais pourquoi, c'est je ça. suis passé là avant toi, et même, même dans votre. Ça peut être par exemple pour la recherche d'emploi. J'aime bien dire, moi, aux gens, quand tu vas à un entretien, raconte pas n'importe quoi, ça sert à rien. Sois juste toi-même en fait. Et, et les gens ils le verront. De toute façon, si tu essayes de mentir, à moins que tu sois un très bon menteur, et dans tous les cas, ça te portera préjudice plus tard dans ton métier. euh, ne mens pas. Si tu sais pas, la personne elle sera plus étonnée de voir que tu lui dis ben non, ça je ne sais pas, que d'essayer de, comme tu viens de le dire, de noyer le poisson. Ouais, mais non, mais ça je l'ai fait d'une autre manière parce que les gens ils vont le Mm, savoir. Et puis ça peut même vous porter préjudice soit pendant l'entretien, soit pendant carrément le job après. Et ça a aucun intérêt. Et comme je vous dis, il vaut mieux, comme tu l'as très bien dit, il vaut mieux savoir dire qu'on ne sait pas et que la personne en face, si elle a la réponse, bah ouais, en effet, elle a la bonne réponse, que d'essayer de mentir. Ça apportera toujours plus de ouais. choses.
Et imaginez, moi ça m'est arrivé une fois, une personne qui me demande une question en Python, je savais pas répondre. Et là je me dis, punaise, pour un mec qui se dit expert en Python, il sait pas répondre. Et ben je lui dis, écoute, je me renseigne et demain je te donne une réponse. Le lendemain, je suis arrivé, je fais, écoute, tu sais, tu m'as posé une problématique, je me suis renseigné et en fait c'était tout bête. Bah c'était cette méthode, bah je la connaissais pas, bah tu vois, j'ai appris quelque chose, je te remercie et bah du coup si tu veux l'utiliser, voilà la doc. Et en fait, bah c'est donnant-donnant. Moi j'ai appris, lui, bah, je pense qu'il s'est senti aussi un peu valorisé. Il dit, punaise, à un formateur, j'ai réussi à lui apprendre quelque chose. Et donc, du coup, voilà, c'est du donnant-donnant. Il faut rester humble et ça marchera comme ça. Est-ce que tu penses que aussi pour être un bon développeur, il faut être un développeur avec une ouverture d'esprit? Oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est pas parce que moi je suis spécialisé en Python que je vais dire que d'autres langages, c'est pas bien. Parce qu'en effet, Python, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Donc si un gars va me dire, bah non, pour ton usage, fais plutôt du Java, oui, tu as peut-être raison. Et même Donc dans le... Ouais, vas-y. il faut rester ouvert d'esprit, techno sur les paradigmes, sur les méthodes de déploiement surtout, parce qu'en effet, aujourd'hui, déployer 20 Ansible, c'est ce qui se fait bien. Peut-être que dans 2 ans, bah non, ça sera plus comme ça avec un autre outil. Donc il ne faut pas se dire, non, 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 moi je fais Ansible, ça fonctionne bien et je ferai rien d'autre. Mais dire jamais, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et même dans la montée en compétence pour soi, sur son propre outil, parce que je te donne un exemple, c'est un exemple que je donne souvent en culture numérique. J'ai bossé dans une boîte où le dev, donc, qui était aussi le chef de projet, ne se remettait pas en question et n'avait pas l'ouverture d'esprit de se dire, bah, le petit jeune, exactement comme tu viens d'expliquer, le petit jeune, donc c'était moi, il sort d'école d'ingé. Et finalement, il pourrait peut-être m'apprendre quelque chose. D'ailleurs, je pense que j'aurais pu, même, c'était sûr, j'aurais appris quelque chose. Mais il avait tellement cette fermeture d'esprit de se dire, bah moi j'ai 28 ans, lui il en a 22. Je pisse du code depuis 10 ans, lui ça fait 2 3 ans qu'il pisse du code, c'est pas possible qu'il m'apprenne quelque chose. Et c'est plutôt dans ce Mm. sens-là que je le voyais. Et ben, on en revient à ce qu'on disait, le bon mauvais développeur, hein. Bah, c'est pareil, il y a cet aspect-là où ben, peut-être qu'il est bon dans son domaine, mais c'est pas un bon développeur parce qu'en fait, prend pas la richesse que l'équipe pourrait lui apporter. C'est un travail d'équipe d'être développeur, donc en effet, il peut se dire, ouais, t'en prends un coup. On dit quand t'as un petit jeune qui arrive et qui dit, mais non, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Il a 8 ans d'expérience. Il dit, waouh, ouais, ça me fout une sacrée claque. Donc sur le coup, tu te ramasses une bonne claque, mais après, tu te relèves et tu te dis, ouais, au fait, t'as raison. On va étudier ce que t'as fait. En plus, je sais pas, ça fait grandir l'équipe de faire voir qu'on peut se tromper. On n'est que des êtres humains Mm. et c'est vrai que je, après, ça dépend des personnes. Il y en a qui plus être enclin à accepter les reproches, les remarques, d'autres moins. Ça, faut s'adapter. Mm. Après, bon, et voilà, il faut que ça soit bien fait aussi. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même une qualité, d'ailleurs peut-être aussi dans d'autres travails, hein, dans d'autres métiers, mais c'est une qualité de rester humble et de savoir écouter ce que les autres ont à dire pour continuer à s'améliorer, parce que la vision des fois qu'on a de son propre code n'est peut-être pas la meilleure, elle n'est pas totalement neutre, puisque c'est notre propre code qu'on a fait, et il y a peut-être des meilleures manières de développer et de s'enrichir de ce que font les autres. Et j'ai l'exemple inverse, où moi j'avais une méthode très rigide de développement au tout début en école d'ingé, et cette personne-là, elle m'a appris des choses que j'aurais jamais appris en école d'ingé. Donc j'ai emmagasiné, j'ai épongé tout ce qu'il avait à me donner. Et j'ai vu à ce moment-là, en fait, que ouais, tous mes collègues avaient des manières différentes et que c'était assez impressionnant de voir bah, toutes les opportunités de développement et que certaines étaient moins bonnes et d'autres étaient meilleures. Et puis surtout, lui, qu'il avait quand même une belle manière de développer, très générique, etc., qui était assez forte, mais qu'il y avait des fois où c'était pas bon et enfin c'était pas bon, c'était pas optimisé, où on aurait pu faire mieux, et des fois il était trop dans son truc, dans sa réflexion. Pour te donner, même pour aller plus loin, il y a des fois où il repassait derrière le code de nous, donc de ses collègues, pour le remettre à sa sauce à lui. Voilà, donc Oui. c'était voilà, C'est même pire, ça. ouais, il était vraiment fermé d'esprit. Non, mais ce que tu as fait, c'est ok, mais ça correspond pas à ma vision, quoi, en gros. Moi, je suis chef de projet, je développe, on va faire comme moi j'ai décidé, donc je vais réécrire le code. Donc c'était assez fou, et voilà. Je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et être ok que toutes les manières existent, elles sont pas toutes optimisées. De toute Mm. façon, dans une équipe,
il y aura autant de manières de penser qu'il y aura de cerveaux. Donc voilà, il faut rester ouvert et surtout s'enrichir de tout le monde dans une équipe de dev. Donc dès qu'on est dans une entreprise, mais aussi avec d'autres indépendants, hein, parce que quand on bosse en tant que freelance, on peut passer derrière quelqu'un et se dire ah ouais, bah moi j'aurais peut-être fait autrement, ok, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Si tant est qu'on ait le temps de le faire. Et ok, ben ouais, c'est pas bête, c'est pas bête, c'est une belle manière de progresser. Et je pense que ça fait partie de la veille. Alors c'est pas de la veille à proprement parler sur une techno, mais c'est plus de la veille sur de l'algo presque. Parce que souvent ça va être plutôt de l'algo et de la manière d'avoir architecturé son code, d'avoir répondu à une problématique. Et ça s'apprend pas sur Internet. Et en effet, et après, il y a des entreprises qui vont l'utiliser d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Pour reprendre l'exemple, récemment, j'ai dispensé une formation Git, et en fait, je leur expliquais la gestion des branches. Et en fait, je leur disais, alors moi j'ai une manière, je vais vous expliquer ma manière de gérer les branches, mais elle n'est pas universelle. Donc à vous de nommer vos branches comme vous voulez, de faire vos commits comme vous voulez. Et là, j'ai senti un peu déstabilisé parce qu'on revient encore une fois à ce qu'on dit tout à l'heure, de normer les choses. Ils se disent, mais ouais, mais en fait, on fait comment? Et ben c'est comme tu veux. Et ils disent, ouais, mais le comme tu veux, c'est n'importe quoi. Je fais, oui, mais avec l'expérience, ça va venir. Il faut avoir une ligne directrice et tu la suis. Tu n'en déroges pas. Si tu as dit que quand tu faisais des features, et ben en fait, tu te nommais ta branche feature-le nom de ta feature, et ben fais tout le temps comme ça. Que au moins tu es uniforme et quand tu as d'autres développeurs qui vont revenir, ils vont retrouver cette logique et ça sera beaucoup plus maintenable. Ne surtout pas changer en cours de route, parce que là, sinon, ou ne pas mettre de règles, de conventions de nommage, là c'est pire parce que tu fais ce qu'il veut. Donc vraiment avoir voilà, une sorte de discipline, une sorte de rigueur. Oui, mais totalement. Parce que quand tu es tout seul, bah, c'est bon. Mais quand tu as 3, 4, 10, 20 développeurs, 100 développeurs, imagine si tout le monde code avec des conventions de langage qui leur sont propres. J'imagine le chef de projet, il va plus avoir une calvitie importante. C'est clair. C'est l'horreur. Déjà, moi, quand j'ai deux trois développeurs, que je leur explique mes conventions qui étaient compliquées, alors on n'a pas. Waouh. C'est clair. J'aimerais, pour terminer le podcast, j'essaye de demander, en tout cas, quand j'y pense et quand c'est possible, par rapport au timing, aux personnes, deux choses. La première, c'est est-ce que tu pourrais donner un ou deux ou trois conseils aux apprenants qui sont en formation ou qui vont rejoindre la formation? Euh, D'une, j'espère que vous avez choisi cette filière parce que vous êtes passionné. Alors si vous ne l'êtes pas, vous inquiétez pas, ça va venir. Parce que si vous travaillez avec passion, on en revient à dire, eh ben, vous serez un bon développeur. Si vous êtes un bon développeur, vous allez vous éclater et courtiser par les entreprises et vous allez gagner des sous. Donc en effet, ça c'est vraiment pour moi le point numéro un, c'est la passion. Si en effet vous êtes peut-être redirigé vers ce parce que c'était l'opportunité, parce que à Pôle Emploi on vous a dit ils recherchent du métier, vous avez dit pourquoi pas, et ben la passion va. Mais c'est vraiment moi le point un, garder cette passion, soyez curieux, faites de la veille. En fait, tout ce que je vous ai dit pour être bon développeur, pour moi c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est la passion, la veille et ben se remettre en question pour apprendre de nouvelles choses. Ok. Et pour terminer, si tu devais te donner un conseil à toi il y a 10 ans en arrière, le toi d'aujourd'hui qui donne un conseil au David d'il y a 10 ans. Ça peut paraître prétentieux, mais je lui dirais continue sur ta lancée, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire passionné, continue tes projets perso quand tu as la possibilité d'apprendre, voir comment tu codes, tu testes, tu défais, tu fais. Euh, je disais, je suis retombé il n'y a pas longtemps sur mon premier site web, il était à vomir. Parce que je suis développeur et je suis pas designer. Ouais. Et au début, je faisais des trucs qui n'étaient pas forcément très fonctionnels. C'est pas grave, j'ai appris et je suis ok avec ça. Voilà, n'ayez pas comme volonté de vouloir faire parfait au début, parce que rien n'est parfait. On peut toujours vouloir faire mieux. Et essayer de faire simplement les choses, essayer d'y aller étape par étape. C'est en y allant par étape que vous allez y arriver. N'essayez pas de franchir l'Everest si vous avez jamais marché. Commencez déjà par monter l'escalier qui mène à votre chambre.
Très belle métaphore, j'adore. Merci David, en tout cas, est-ce que tu veux rajouter quelque Merci chose? beaucoup à toi. Non, non, rien de plus. Je pense on a fait un peu le tour, on a bien synthétisé. Encore une fois, restez passionné, aimez ce que vous grattez, lisez de la documentation, des articles, médium, génial. Euh, Alors ça a Flop. coupé, je crois que tu as dit médium? Exactement. Ouais, Medium, c'était un pour très être sûr, bon hein, mais ouais, support. ouais. Très très bon support C'est ça. médium ouais, ouais, pour les tutos, etc. C'est excellent. Et la Bible, évidemment, Stack Overflow pour le debug. C'est ça, c'est ça. Et si je pourrais terminer là-dessus, c'est de dire que gagnez une demi-heure de votre temps dans la journée. C'est-à-dire que vous enlevez une demi-heure de Facebook et faites cette demi-heure pour aller sur Medium, pour faire de la veille. Vous verrez une demi-heure tous les jours, et ben c'est comme ça que vous allez grandir. Merci en tout cas, David, pour ce podcast. C'était super intéressant, super enrichissant. Et puis pourquoi pas, Merci beaucoup à toi, Thomas. on se reverra dans une prochaine saison. J'ai pas de doute. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi.